Ligne droite. Le grand entretien, Liselotte Dutreuil. Une note établie cet été par la direction du Trésor indique que le déficit public pourrait représenter 5,6% du PIB en 2024, alors que Bercy prévoyait 5,1%. Cet été, le ministre de l'économie Bruno Le Maire assurait même que la France était sur la bonne voie, 2 mois après que la Commission européenne la place en procédure de déficit excessif. Et comme vous le savez, quand il s'agit de parler d'économie, nous aimons bien recevoir Tom Benoît, essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Merci à vous de me recevoir. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer les raisons de ce déficit public ? Je vous pose régulièrement la question, mais si certains auditeurs ont manqué nos dernières interviews, ils seront ravis de l'apprendre. Bon, ce qu'on peut résumer déjà, c'est qu'on a 60% de dépenses publiques par rapport au PIB aujourd'hui, qu'on a une dépense publique qui correspond naturellement au régalien, mais qu'on a surtout une dépense publique qui correspond à de la dépense sociale, c'est ce qu'il faut rappeler, puisqu'on a au maximum 300 milliards de régaliens sur 1500 ou 1600 milliards de dépenses publiques, puisqu'on a un PIB qui fait à peu près 2700, 2800 milliards, et qu'on a 58, quelques pourcents de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le marronnier de beaucoup de ministres qui arrivent sur des plateaux en disant « vous voulez couper dans la dépense publique, ça veut dire que vous ne voulez plus soigner les gens, vous voulez renvoyer les... » C'est pas exact, ça. Ça ne correspond pas à la santé, ça ne correspond pas à la police, à la justice. Encore, vous avez dans tout le régalien beaucoup d'économies à faire, naturellement, sur la recherche, sur la police également. Et si on parle de la santé, il manque 2 milliards pour le budget de la santé. C'est ce que les hôpitaux rappellent, ne serait-ce que pour faire fonctionner correctement les services des urgences, même pas pour soigner correctement les gens dans le pays. Donc ça, c'est le premier point à rappeler. Les économies qui vont être faites et les recettes qui vont être opérées, sur ce que je vois et sur ce qu'on peut présager, elles vont être faites au détriment bien souvent des plus petits consommateurs, parce que ça va être opéré sur la TVA, et ça va être opéré sur une catégorie de produits qui, jusqu'à présent, bénéficiaient de réductions sur la TVA. C'est-à-dire la restauration, par exemple, certains livres, certaines autres catégories de produits qui correspondaient à de l'événementiel aussi, à du spectacle, et qui bénéficiaient de réductions de TVA. C'est ce qui est dans les tiroirs à Bercy. Après, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une réaction un peu hystérique, un peu épidermique des ministres, de la presse aussi, d'une catégorie de presse. On a le droit d'en parler pendant un petit moment dans des médias hors que le vôtre, si je puis dire. Pendant certaines périodes, il est absolument interdit d'en parler. Moi, j'ai interviewé Bruno Le Maire sur TV5 Monde il y a plusieurs mois, et à ce moment-là, le Sénat avait, et je crois que c'est le Sénat, une fois de plus, la commission des finances du Sénat qui se révolte, qui montre un peu plus de résistance, avait rendu un rapport en disant Bruno Le Maire a maquillé les comptes publics et a fait de la rétention d'informations. C'était la vérité. Je suis pas arrivé sur le plateau en me disant « je vais me faire Bruno Le Maire ». Je lui ai dit « Monsieur Le Maire, pourquoi est-ce que vous avez violé la loi organique et que vous n'avez pas remis cette information de la Direction Générale du Trésor qui aurait été fort utile à ce moment-là ». La réponse de Bruno Le Maire à mon endroit, c'est pas personnel, ce que je vous dis, ça a été de me dire « Monsieur Trésotin, vous faites le perroquet du Sénat ». Je me fais pas le perroquet du Sénat, je suis journaliste et je fais référence à un rapport du Sénat qui s'avère quelques mois plus tard tout à fait exact, effectivement, par rapport à la rétention de Bruno Le Maire et au maquillage de ses comptes publics. Il y a des économies qui vont, malgré tout, devoir être retrouvées parce qu'il y a un dérapage encore plus considérable des comptes publics, et ces économies vont être retrouvées au pied levé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas eu le temps, justement, d'appréhender la situation, mais que d'un seul coup, à brûle-pourpoint, on va vous dire « Ah ben, on n'a pas le choix, on est obligé, on doit tailler dans telle dépense, et on doit faire plus de recettes à tel endroit, et on va étouffer l'économie encore davantage. » C'est ça qui est en train de se passer, tout simplement. Vous, sur quel domaine vous préconiseriez de faire des économies, Tom Benoît ? Déjà, la situation doit être inversée. C'est ça le problème. Et ce qu'on a du mal à apprendre aujourd'hui, c'est que on ne doit pas augmenter l'imposition, premièrement, pour générer plus de recettes. Et les économies que l'on doit faire, ce doit être des économies de bon sens. Mais on en est très loin et ça ne se fera pas.
Donc je répondrai pas en quelque sorte précisément à votre question, parce que ça relèverait, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est la question essentielle, mais ça relèverait d'une nécessité, ce qui serait de former une commission de personnes de bon sens qui soient en charge justement de faire des économies dans toute une dépense, premièrement, qui est inutile, qui est superflue, qui n'est pas voulue, qui génère pas de richesse, donc dans les services publics, dans plusieurs catégories de services publics. Ça reviendrait également à revenir à une forme d'économie libérale, c'est-à-dire lorsqu'on fait des Jeux Olympiques, pour prendre un exemple précis, évocateur et récent, de ne pas paralyser l'économie. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a injecté des milliards d'argent public. On a nettoyé la Seine avec 1,4 milliard, mais on a dit, par contre, tout simplement, bon, on va bloquer telle et telle rue, et si tel et tel restaurant fait 2 tables au lieu d'en faire 50 à l'accoutumée, ça, on en a strictement rien à faire. Et si ce restaurant met la clé sous la porte, parce qu'il y a quand même une défaillance record d'entreprise, de mois en mois, c'est de pire en pire tous les mois. Il y a un chômage record chez les chefs d'entreprise également. Donc ça, c'est quand même un mauvais présage pour l'économie, un mauvais signe pour la santé de l'économie. Ça veut dire que ce sont autant des gens que des entreprises qui ne vont pas générer de prélèvements obligatoires. Donc à partir de là, vous ne pouvez qu'avoir des défaillances sur les recettes. Mais ce qu'a fait Bruno Le Maire en permanence, et ce qu'a fait la Macronie en permanence, a été d'étouffer l'économie du pays. Mais il y a une volonté qui est beaucoup plus machiavélique derrière. C'est que ces gens-là n'ont aucune envie d'avoir un pays libéral. Le but de Bruno Le Maire, ça n'est pas d'avoir des entreprises qui marchent, c'est de ponctionner. Et il a encore de quoi ponctionner. Et à l'heure actuelle, moi ça fait des mois que j'en parle, on a un gouvernement et on a des politiques, une catégorie de politiques qui lorgnent sur l'épargne et sur l'immobilier. Ça veut dire que les gens que vous avez à la tête de l'État aujourd'hui ne se disent pas « on n'a plus d'argent à prendre par l'imposition », ils se disent « effectivement, on n'a plus beaucoup d'argent à prendre sur l'imposition, sur le revenu et sur l'imposition des sociétés. Par contre, sur des produits de grande consommation, on va augmenter la TVA. » Et là, les gens n'auront pas le choix, ils vont pas vous dire « bon, on va plus à tel endroit acheter tel produit parce que la TVA est à 20 et plus à 5,5 », ils vont l'acheter, ça c'est ce qui va se passer. On va taxer le rachat d'actions, on va augmenter plausiblement, alors l'achat d'actions c'est décidé déjà, et puis ensuite on va augmenter l'impôt sur la fortune immobilière, on va augmenter beaucoup d'impôts de cet ordre-là, on va surtaxer la détention d'or peut-être dans quelques mois, quelques années, et ce qui est pourtant le seul refuge aujourd'hui pour protéger son épargne, l'or par ailleurs. Mais je veux dire, ce qui est en train de se produire, c'est que vous avez un gouvernement qui lorgne sur la propriété, même plus sur les revenus. Jusqu'à présent, il y avait une forme de respect de l'imposition qui était que 80% de l'imposition devait provenir de flux. Il fallait qu'il y ait des flux pour pouvoir ponctionner. Aujourd'hui, c'est encore plus cash que ça. On va vous expliquer que vous êtes en faillite et qu'il faut venir mettre la main à la pâte et qu'on va devoir prendre votre propriété pour ça, votre épargne, votre liquidité, ce que vous êtes. Donc ça, c'est une situation littéralement de faillite pour la nation. Pas pour le pays et pas pour les comptes publics. Parce que les comptes publics s'en sortiront. Ils trouveront la solution. Ils en ont sous le capot. Et il y a toutes les questions d'endettement également qui devraient être remises au goût du jour. Parce que, enfin, je rappelle quand même, on parle beaucoup du budget en ce moment. Le budget, quoi qu'il en soit, je sais pas qui pourrait être ministre de l'économie, si c'était le Front Populaire ou Bernard Cazeneuve, mais ce serait la même chose, ce serait exactement pareil. La machine tourne avec l'agence France Trésor, il y a toute une bureaucratie derrière, et même aujourd'hui, ça fait 7 ou 8 années quasiment que Bruno Le Maire est aux manettes, ça n'est pas Bruno Le Maire qui prend les décisions. Bruno Le Maire est le passeur de plat. Bruno Le Maire se lève le matin, vient sur un plateau de télévision, va au congrès du MEDEF, et puis on lui donne quelques notes pour qu'il puisse présenter la situation. Mais, ou alors Bruno Le Maire devrait avoir plus de comptes à rendre encore que cela, parce qu'il y a eu encore 10% de la dette totale qui a été émise pour cette année, qui est indexée sur l'inflation, ce qui est une hérésie absolue par rapport à ce qu'on peut imaginer de la situation de cette année, mais des années à venir, parce que c'est de la dette qui a une durée de 10 à 15 ans, quand même. Donc, je veux dire, on prend un risque énorme sur l'endettement du pays, et ça n'est pas entravé. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un budget qui va être fait, quoi qu'il en soit. Alors après, qu'on vous dise qu'on dépense 2 milliards de plus ici ou 3 milliards de plus ici, j'ai envie de dire, si on fait 15 milliards d'économies, parce qu'on parle de 15 milliards, et puis après, vous en avez d'autres qui vous disent « non, il faudrait 30 milliards d'économies ». Mais c'est pas 30 milliards, il faudrait au moins 600 milliards d'économies pour que le pays puisse se relever. Là, 1600 € de dépenses publiques, 1600 milliards d'euros.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un autre gouvernement sera à la hauteur de cette tâche ? Vous disiez que de toute façon, ce n'est pas Bruno Le Maire qui prend les décisions. Peut-être qu'on pourrait déjà commencer par dire, mais qui les prend ? Ça, alors, il y a une forme, premièrement, il y a une bureaucratie qui est très institutionnalisée en France. Alors, il y a des chefs de cabinet qui sont des indéboulonnables. Toutes les personnes qui ont collaboré ou qui ont côtoyé des ministres le savent. Vous avez des personnes que vous voyez au gré des années, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On ne connaît pas leur nom. Ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle de hauts fonctionnaires. Ils sont anonymes. Ils n'ont aucune ambition personnelle, ce ne sont pas des gens qui vont venir sur le devant de la scène, mais qui font fonctionner la machine en quelque sorte. Et ça, c'est encore plus marqué dans des petits ministères, type les ministères de la ville, les ministères de la santé aussi, parmi les plus gros dans le régalien, mais où vous avez des personnes qui sont parachutées, mais qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement, ni des hôpitaux, ni des collectivités, et qui sont drivés, guidés, conduits, pilotés par les chefs de cabinet. Et puis après, vous avez beaucoup d'agences. Pour les émissions de titres obligataires, c'est l'agence France Trésor qui gère la dette. Et là aussi, vous avez des experts, économistes, qui prennent des décisions et qui font fonctionner, puis qui expliquent au gouvernement comment ça doit se produire. Mais il peut y avoir un capitaine, mais faut-il encore que ce soit un capitaine qui ait une volonté ? C'est le cas en Argentine avec Javier Milei, par exemple. Et c'est ce qu'il faudrait en France. Si vous voulez sauver le pays aujourd'hui, il vous faut un homme providentiel ou un groupe d'hommes providentiels, mais qui arrive à accéder. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Ça se passe pas par les élections, ça se passe pas par une configuration qui est déjà dirigée par les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la situation est très embarrassante. C'est que vous devez avoir un groupe de personnes qui arrivent avec une volonté. Et la volonté principale de ces personnes-là, c'est de rendre la liberté au pays, sur le plan économique, sur le plan de l'intégrité physique, sur le plan de la pensée, sur le plan de la médecine, de la gestion de la santé physique également, parce que ça c'est une catastrophe. Il suffit de regarder l'état de santé des concitoyens pour se percevoir qu'on est un pays qui va dans le mur encore plus que les autres, encore plus que nos voisins comme l'Espagne ou l'Italie. Ça c'est un autre sujet. Mais il faut que ce soit un groupe de personnes qui veuillent rendre la liberté économique. Et si vous voulez rendre la liberté économique, ça veut dire que vous acceptez d'être, un fusible dans le système, mais que vous n'allez pas chercher à vivre sur le système et à faire vivre vos amis sur le système. Et ça n'est pas dans la nature du politique. Ça veut dire que, malheureusement, ça ne sont pas des gens qui sont politiques de métier qui pourront sauver le pays. Ce seraient des gens qui pourraient, pour une raison X ou Y dont je ne connais pas la nature, par essence, mais accéder au pouvoir et dire toutes les dépenses publiques qui vont demeurer, ce sont les dépenses qui vont dans le bien de la nation et de la population, mais pas dans le bien de la volonté de quelques individus ou de quelques groupes d'individus. Il suffit de voir les partis politiques ou les médias aujourd'hui qui sont financés par l'État directement ou indirectement pour le comprendre. Ça coûte une fortune. Le nouveau Front Populaire, par exemple, le petit défenseur des pauvres, c'est un parti, c'est un groupe qui est financé directement et indirectement par des partis subventionnés qui touchent leur argent par des élections qui sont organisées en grande pompe également et qui servent à rien. On s'en aperçoit encore plus aujourd'hui. Le RN arrive en record de voix malgré tout et il n'y a pas de gouvernement RN. Le nouveau Front Populaire, et moi je suis pas du tout partisan du nouveau Front Populaire, mais quand même gagne les élections législatives finalement. Et on nommerait pas un Premier ministre du nouveau Front Populaire. Ça veut dire qu'on a dépensé une fortune, on a fait se déplacer les gens pendant les périodes de vacances, on a violé même la Constitution en organisant des élections qui étaient anticonstitutionnelles, et tout ceci ne mène à rien. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Donc si vous voulez sauver le pays, vous devez avoir des personnes qui viennent de notre milieu. Et malheureusement, ça c'est très compliqué. Et ce sera en l'occurrence des personnes qui feraient de vraies économies. Mais là, on n'a pas le temps d'en parler, mais si on devait en parler, comme je disais, ces économies, elles seraient ciblées sur toutes les demandes qui ne sont pas des demandes et qui pourtant correspondent à des dépenses dans le pays. Et là, il y en a énormément. Il y a le soutien à toute une catégorie de culture, il y a le soutien aux entreprises défaillantes en période où elles sont défaillantes, alors qu'en réalité, ce sont des entreprises qui devaient mourir, et ça relève, là aussi, pour le dire très directement, d'un petit copinage, bien souvent, parce que c'est comme ça que ça se passe. L'argent de l'État, aujourd'hui, c'est l'argent du public qui est ponctionné par l'impôt, par toute catégorie d'impôt et toute catégorie plus justement de ponction, justement, et qui est redistribué aux personnes qui sont
élus et qui sont nommés pour pouvoir le redistribuer à des connaissances, à des amis, en retour d'ascenseur. C'est comme ça que ça se passe. Bon, si je vous suis bien, on comprend qu'il faut non seulement un profil très technique, mais aussi un changement vraiment de valeurs et d'idéologie dans les intentions qu'on impulse justement dans notre économie. Et en rapport avec cela, quand on entend en ce moment les différents politiciens, et y compris Emmanuel Macron, expliquer ou en tout cas laisser deviner qu'il pourrait se pencher vers un profil de technicien pur comme Premier ministre, ça vous effraie un peu? Vous pensez que ça pourrait quand même porter des fruits Non, mais ce qu'ils appellent technicien, c'est incapable. C'est le masque pour ne pas dire incapable. Parce que quand on parle, par exemple... Alors là, je veux pas être offensant à l'endroit de Thierry Baudet, qui est quelqu'un de sympathique par ailleurs, qui est président du CESE, mais vous avez beaucoup de personnalités qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise, qui n'en ont jamais créé une, qui n'ont jamais généré 1 centime de facturation, et qu'on appelle donc des techniciens, parce qu'ils ont été nommés à droite et à gauche. Et ça me fait sourire lorsque j'entends sur des plateaux de télévision ou dans des studios de radio des gens dire « Non mais lui il sera capable, hein, il a un CV, regardez, il a été ça, ça, ça ». Mais il a été là, là et là parce qu'il y a été nommé. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre parce qu'il avait été nommé ministre du Budget précédemment et ministre de l'Éducation. Et parce que sa mère avait fait pression lorsqu'il est sorti de l'école alsacienne pour qu'il entre dans un cabinet. Et le cursus a été fait du cabinet à Matignon comme ça. Ça a été une ligne droite. Ce sont des gens capables? Non. Et pourtant, sur le CV, on peut vous dire, regardez le CV quand même. Effectivement, ministre, Premier ministre, plusieurs ministères, c'est pas mal. Donc ce qu'appelle Emmanuel Macron des techniciens sont des gens tout simplement, on peut pas dire des personnes qui ont une idéologie ou des vrais politiques, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de structure. Mais par contre, ils ont été nommés à tel poste, ils ont été chargés de telle mission. Le CESE, c'est ça, hein. Thierry Baudet en l'occurrence pour le CESE, et je le répète, j'ai rien contre Thierry Baudet, mais le CESE, c'est une organisation à éliminer. Demain, si j'étais au pouvoir, le CESE tiendrait 1 semaine, parce que vous avez 300 piques-assiettes du système qui sont logés professionnellement, qui ont des enveloppes, qui ont le droit d'obtenir d'autres enveloppes pour des attachés lorsqu'ils ont une mission dite extraordinaire, c'est-à-dire en plus des missions, et qui visent à réfléchir peut-être sur l'état des finances, sur l'état de ça, c'est-à-dire sur des choses qui n'ont aucune conséquence, dont on n'entend de surcroît jamais parler, alors qu'on a déjà le Sénat qui fonctionne, l'Assemblée nationale, les ministères, et toutes les collectivités territoriales, et qu'on est surtout piloté très directement par le Parlement européen et par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne, et que c'est là que ça se passe. Donc le CESE et les 300 personnes du CESE, sincèrement, on n'en a pas besoin. Ça coûte de l'argent pour rien, même si c'est pas... Vous venez de dire, si j'étais nommé ministre, Tom Benoît, si vous étiez nommé ministre, est-ce que la situation de la France ne vous dissuaderait pas d'accepter ce poste ? La situation, non. Par contre, j'accepterai jamais. C'est pas mon ambition. Pour répondre précisément à la question, parce qu'on me pose très souvent la question, parce que je sais que ça, et parce que je sais que je n'aurai pas la possibilité d'agir, justement. Et que je suis pas, premièrement, la vie parisienne me plaît pas beaucoup. Ça n'est pas un choix. Et si le pays allait mieux, vous me connaîtriez pas, même parce que je n'aurais pas fait d'apparition médiatique et que ça n'était pas mon ambition au départ. Donc l'ambition d'être ministre aujourd'hui est une ambition inutile, parce que vous ne pouvez pas apporter votre pierre à l'édifice, malheureusement. C'est pour ça que je parlais d'homme providentiel, mais pas en sous-entendant que ça pourrait être moi, pas du tout. Non, ma question c'était plutôt pour révéler le niveau justement de catastrophe dans lequel on est plongé. Non, parce que la situation elle est très excitante à la rigueur, parce que vous pouvez le sauver le pays. Vous pouvez le sauver par rapport à des décisions, mais vous ne pouvez pas par rapport à l'encadrement du système justement politique contemporain. Mais les décisions, elles sont très évidentes à prendre, et même dans un premier temps, sans être catégorique et coupé dans les dépenses publiques à 70%, comme je le disais, mais il y a des priorités. Premièrement, les obligations d'État indexées sur l'inflation, ça, c'est à abroger, parce que ça, c'est un danger énorme pour les générations futures. Le schéma d'imposition actuel, qui est en train littéralement d'étouffer l'économie, est un danger également énorme, parce qu'il signifie qu'effectivement, durant l'année en cours, celle d'après, mais c'est ce que je disais l'année passée et qui s'avère être exact. Vous avez une économie étouffée, donc vous augmentez les barèmes d'imposition, mais vous n'avez plus d'imposition parce que, premièrement, et
le gros problème des personnes qui sont au pouvoir, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que ce sont des gens protocolaires dans leur raisonnement, qui veulent voir les choses uniquement par rapport à des cases, mais pas par rapport à une forme de logique. Et moi, ce que je disais, notamment chez vous et ailleurs il y a quelques mois, c'est que, vu la situation, il allait y avoir énormément d'entrepreneurs qui allaient s'exiler. Ben, c'est en train de se faire. Mais ça se fait pas officiellement. Ce ne sont pas des entrepreneurs qui viennent vous voir en vous disant « Je me suis exilé, je ferme ma structure ici, maintenant je vais payer mes impôts ailleurs. » et tout. C'est pas comme ça. Ils partent un peu, ils facturent un peu ailleurs, ils facturent plus beaucoup ici, et puis quand ils facturent ici, ils trouvent maintes solutions pour que ce ne soit pas imposable, et donc ça ne génère plus de prélèvements. Et c'est pour ça que le pays va mal, sur ce plan-là, sur ce plan financier. Donc si vous desserrez pas un peu l'écrou à ce niveau-là, bien sûr, vous n'aurez plus du tout de prélèvements. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une forme de, même sur le plan un peu plus sociétal, là, ce qu'on voit dans les pays occidentaux en France, et philosophique, de gouvernements parasites et d'États parasites qui n'acceptent même plus un principe d'évidence qui est qu'il faut au moins qu'il y ait eu de l'énergie qui passe, des flux et de la demande pour pouvoir prendre sa part du gâteau. Aujourd'hui, et au moins pour financer des demandes également de la nation et pour répondre aux besoins de la nation. Là, vous avez carrément un État qui vous dit « on veut financer des demandes qui n'existent pas », et on est tellement peu séduisant et tellement feignant qu'on n'accepte même pas qu'il y ait un marché qui fonctionne pour aller taxer ce marché. Non, on va réellement prendre ce qu'on peut prendre parce qu'on a le pouvoir entre les mains pour dépenser là où le peuple ne veut pas. C'est ça qui est en train de se passer. J'en reviens à la dette publique. Un pays voisin, l'Allemagne en l'occurrence, l'a longtemps partagé avec nous, cette augmentation de la dette publique, et puis finalement a réussi à inverser la balance, a réduit son ratio de près de 20 points, tandis qu'il augmentait de 30 points en France. Pourquoi l'Allemagne et pas la France ? Est-ce qu'on pourrait s'inspirer du modèle allemand pour aller mieux ? C'est compliqué parce que l'Allemagne, c'est un pays qui avait une santé industrielle plutôt convenable jusqu'à présent. Effectivement, ils ont 65% à peu près de dette publique par rapport au PIB. Ce qui va être compliqué au-delà de ça, c'est le manque de cohésion effectivement budgétaire que vous soulevez entre l'Italie, l'Allemagne et la France, qui va se porter très rapidement sur l'euro. Beaucoup ont l'impression que l'euro résiste aujourd'hui. L'euro ne résiste pas. L'euro résiste parce qu'il n'est pas une monnaie de réserve à l'échelle internationale telle qu'on conçoit qu'une monnaie de réserve peut être une vraie monnaie de réserve. Les réserves de change proviennent essentiellement des pays de la zone euro. Donc si vous comparez par rapport au dollar, par exemple, qui est la grande monnaie de réserve de référence aujourd'hui encore, ça n'a absolument rien à voir. Et effectivement, à ce niveau-là, si on voulait aujourd'hui soutenir en quelque sorte l'euro, la seule solution serait, mais c'est à double tranchant, et c'est une solution que je ne préconise pas et même que je récuse totalement, une forme de mutualisation très marquée des dettes. Et c'est ce qui est dans les tiroirs de beaucoup d'européistes aujourd'hui et beaucoup de dirigeants des États européens hors les États-nations, type la Hongrie par exemple, qui sont encore des États-nations, vous avez la Slovaquie pas très loin aussi qui est un État-nation, mais dans tous les États que je qualifierais d'États lâches et d'États traîtres, c'est-à-dire des États qui vont contre leur nation, qui dirigent leur État, mais contre la nation, la France évidemment, l'Allemagne, beaucoup l'Espagne aussi, mais l'Espagne il y a des contre-pouvoirs locaux. Il y a une volonté de mutualiser vraiment les dettes, ce qui était interdit par les traités, ce qu'on s'était engagé à ne pas faire au départ. Et la mutualisation des dettes aujourd'hui, comme l'union des marchés de capitaux et toutes ces choses-là, semblent être les seules solutions pour sauver l'euro. S'ils ne font pas ça, l'euro partira en perdition. Donc c'est pour ça que je crains énormément qu'ils le fassent. Mais malheureusement, ce sera sauver l'euro au détriment, une fois de plus, des nations, du portefeuille des nations et des entreprises, de l'épargne et de la propriété privée. Mais pour répondre donc à votre question, s'inspirer de l'Allemagne, c'est compliqué parce que, je veux dire, vous pouvez pas vous inspirer de quelqu'un qui fait 1m90 si vous le faites pas. Et on n'a pas le tissu industriel de l'Allemagne, et au contraire, on a démantelé notre tissu industriel. Nous, on avait une qualité de service, y compris sur l'organisation de la finance, ce qui est le cas de la Suisse également, et de beaucoup de pays qui vont connaître des problèmes par rapport à ça, parce que la finance est en train de se désoccidentaliser, que vous avez beaucoup de pays, finalement, dont le service financier, bancaire, n'aura plus spécifiquement d'utilité. Mais la France n'était pas un grand pays industriel sur ces 20 dernières années. L'Allemagne, oui. Donc l'Allemagne pourrait redevenir dans l'absolu un grand pays industriel, bien que je doute que Mercedes parvienne à concurrencer BYD en ayant pris du retard dans 5 ans, 10 ans, avec l'essor de l'expansion de l'électrique. Mais il y a quand même des réflexes industriels qui ressurgiront probablement en Allemagne, mais pas en France.
Mais sur la gestion de la dette, évidemment que la France est le pays le plus mal loti, parce qu'en plus on a beaucoup de déficits extérieurs, du commerce extérieur, ce qui est pas le cas par exemple de l'Italie, qui a de l'excédent et qui a aussi beaucoup de dettes et beaucoup de déficits publics. C'est-à-dire que vraiment ici je vois pas d'où la solution pourrait venir, je vois pas d'où le sursaut sans changement de trajectoire politique pourrait survenir par l'opération du Saint-Esprit. Une date butoir se rapproche, le 1er octobre, date à laquelle donc sera voté le budget 2025 dans un contexte politique et institutionnel plus qu'incertain. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un décalage de cette date? C'est arrivé en 1962 pour la dernière fois. À l'époque déjà, l'Assemblée venait d'être dissoute et le budget avait été adopté seulement en février. Est-ce qu'on se dirige vers ce nouveau type de scénario et quelle incidence ça pourrait avoir sur notre économie, Tom Benoît? Au-delà de l'incidence, je crois qu'il y a des gens assez machiavéliques, malheureusement, comme je le disais, qui vont contre leur nation, qui cherchent cette incidence pour fournir une justification. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, le budget doit être présenté, il doit être validé par la Commission européenne d'ici, je crois, le 1er décembre ou le 31 décembre, mais en tout cas au cours du mois de décembre. Donc il y a un battement de 2 mois environ entre le moment où il est présenté et le moment où il est approuvé. Et la justification qu'on voit venir petit à petit, c'est un petit peu... La France est ingouvernable, elle n'est pas gouvernée, elle a été démantelée, ça, passons, mais en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas la gouverner. Par contre, la Commission européenne, ça marche très bien, le Parlement européen, ça marche très bien, les commissaires européens sont là, vous n'avez pas de ministre en France, nous, on a des commissaires européens, on va avoir un commissaire à la défense, c'est officiel, vous aurez un vrai commissaire à l'économie, un ministre de l'économie européen très prochainement. C'est pas du complotisme, c'est pas de la politique fiction, c'est de la prospective. Et ces gens-là viendront vous dire « Non, ça va pas, là vous avez une dépense publique qui excède, c'était 3% du PIB, votre budget vous l'avez même pas rendu, vous n'avez pas de gouvernement, on va reprendre les choses en main. » C'est ça qui va se passer. Et le hasard fait que Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, nous conduisent vers ce qu'on appelle, sur les réseaux sociaux, quand je vois la tutelle, oui on peut appeler ça la tutelle de l'UE, c'est-à-dire la prise de pouvoir, mais au-delà de la tutelle, c'est pas la tutelle au sens où le FMI prenait un pays sous tutelle, par exemple. C'est réellement la prolongation de la délégation des pouvoirs. Jusqu'à présent, ça se faisait sous forme d'organisation, délocaliser la Banque de France à la Banque Centrale Européenne, on projette de délocaliser l'autorité des marchés financiers à un organisme européen, et maintenant, ça va être carrément le fait de dire non, mais le budget, les ministres, ils sont même plus là, ils sont plus nommés, et si on les nomme, vous allez voir qui on va nommer, donc on peut pas les faire, les budgets. Donc il faut que ce soit directement la Commission européenne qui pilote le pays. Regardez, il n'y a pas d'autre solution. Donc au-delà de la problématique, comme vous le soulignez, de la date butoir pour le budget, qui pourrait poser un problème, ce que je vois, c'est que bizarrement, il y a une justification qui se prépare, et que cette justification, c'est de dire, vous n'avez pas pu vous débrouiller, c'est l'UE qui doit vous sauver. Il nous reste quelques minutes, Tom Benoît, et une bonne façon de conclure serait peut-être de conseiller nos auditeurs sur la façon de se comporter pour leurs finances dans les mois qui viennent, qui s'annoncent assez austères, comme vous nous l'avez expliqué. Comment peut-on faire si on veut garder la tête hors de l'eau dans ce contexte ? C'est compliqué, mais effectivement, il y a des solutions. Par exemple, sur le marché de l'immobilier, on parle souvent de l'immobilier comme d'une valeur refuge, ça le restera. Avoir beaucoup d'immobilier ou avoir tout son immobilier en France, c'est un choix risqué. Donc il vaut mieux diversifier encore plus qu'auparavant en matière d'immobilier, avoir de l'immobilier ailleurs également. C'est-à-dire dans des pays qui font partie de l'UE comme l'Espagne, mais aussi dans des pays qui font pas partie de l'UE comme la Suisse et qui sont pas très loin, ou encore même comme les États-Unis à la rigueur pour les plus mobiles et ceux qui ont la capacité de s'éloigner le plus, ou après ailleurs, de Dubaï, dans d'autres parties, ou dans d'autres parties plus accessibles aussi, de la planète. Après, vous avez aussi d'autres valeurs refuges comme l'or, plus liquide que l'immobilier, et moins utilitariste. Là aussi, il faut être le plus mobile possible. Si vous épargnez un or, trouvez des solutions pour avoir des gestionnaires qui logent votre or en dehors de l'Union européenne, notamment. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça relève de la stratégie qui n'est pas quantifiable en quelque sorte sur un plan purement officiel, si je puis dire. Mais si des décisions sont prises dans l'Union européenne et que votre gestionnaire gère votre or à Singapour, loge votre or à Singapour ou à Paris, ça n'est pas la même chose. Vous allez avoir un temps de réaction plus long si votre or est logé à Singapour. Si vous avez la chance d'avoir de l'or à la maison, ou de le déclarer même dans un coffre à la banque ou quelque part, vous allez avoir une marge de manœuvre supplémentaire.
Pour les petits épargnants, parce que on parle on va dire lorsqu'on a beaucoup d'épargne par rapport à la... Voilà. Mais pour les petits épargnants, c'est encore plus simple. Le seul conseil que je donnerai aux petits épargnants, si vous n'avez pas plus de 100 000 euros devant vous, vous avez votre maison, ou alors vous êtes locataire, mais vous avez 100 000 euros devant vous au maximum, ça veut dire même peut-être parfois 10 000, 15 000, gardez un maximum de cash. Ne vous dites pas, c'est la réalité, ne vous dites pas que votre cash va mourir, ça c'est une mythologie qu'on vous raconte et qui est de plus en plus une mythologie. Effectivement, ça a été le cas lorsqu'il y avait une forme de stabilité, mais pour prendre un exemple très précis, si vous donnez 10 000 euros à votre banque, et que votre banque vous fait votre reconnaissance de dette, ça veut dire que vous avez 10 000 euros qui apparaissent sur votre compte en monnaie donc de banque commerciale, en monnaie structurale, sur votre compte à la banque. Avec l'inflation à peu près aujourd'hui, vous vous dites que vous allez perdre un petit peu, et que dans 10 ans, vous n'allez avoir à peu près, si on fait le calcul, si on projetait que l'inflation soit semblable, ou ce qu'on peut imaginer, vous allez être à 8 200 euros. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous avez retiré vos 10 000 euros, et si vous en avez plus, et si vous êtes un petit épargnant, et que vous les avez cachés chez vous, en 10 ans, vous aurez beaucoup moins perdu que si vous avez laissé 10 000 euros à lorgner sur un compte, et vous n'arriverez pas à 8 200 euros. Donc c'est pour ça que le conseil pour les petits épargnants, c'est de garder un maximum de cash et de mobilité et de capacité à faire ce qu'ils veulent de leur argent et à se payer en liquide. Et c'est le seul mouvement de révolte des petits, en tout cas, des petits citoyens, de ceux qui ont peu d'épargne et peu de liquidité, travailler avec du cash. Merci beaucoup Tom Benoît, on va finir sur ces conseils avisés. Chers auditeurs, libre à vous de les suivre ou non. Je rappelle que vous êtes essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous Tom Benoît et à très bientôt.